Monsieur le ministre, cher Jean-Marc Ayrault, monsieur le doyen, cher Enrico Letta, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, chers étudiantes et étudiants, dear students, for once I'm going to be speaking in French tonight because you've been provided with equipment for translation, and so there's no need for me to soldier on in English, and much of the conversation tonight will be conducted in French. Et je voudrais vous dire, monsieur le ministre, notre joie, notre fierté de vous accueillir ce soir à Sciences Po, de vous accueillir ici parce que nous savons que vous venez dans cette maison en ami de Sciences Po, en ami de l'École d'affaires internationales de Sciences Po et en ami de son doyen, Enrico Letta, avec lequel vous avez exercé les responsabilités de chef de gouvernement de vos deux pays respectifs, la France et l'Italie, simultanément. Et notre joie ce soir, c'est de vous présenter cette école d'affaires internationales aux destinées de laquelle préside désormais Enrico, les quelques 700 étudiantes et étudiants qui composent la promotion de première année de master de cette école d'affaires internationales, la promotion entrante d'une école qui compte quelques 1500 étudiantes et étudiants en tout, qui nous viennent, il faut le dire, de tous les pays du monde. 105 nationalités sont représentées dans l'amphithéâtre que vous avez en face de vous, plus largement dans la collectivité, dans la communauté de cette école d'affaires internationales. Si ces étudiantes et ces étudiants sont venus à Paris, c'est bien sûr à cause de la promesse d'une formation qui a vu le jour dans ces murs en 2010, c'est la 7e rentrée solennelle que nous marquons cette année, la formation de la Paris School of International Affairs, une formation caractérisée par son extraordinaire diversité, 400 cours proposés à ses étudiantes et à ses étudiants, et par le fait qu'en l'espace de quelques années, cette école est devenue l'une des plus reconnues au monde dans le champ des affaires internationales et des relations internationales. Donc c'est une joie, une chance pour nous de vous accueillir au moment où cette promotion fait ses premiers pas dans notre maison. Et c'est une joie de noter qu'en venant aujourd'hui à Sciences Po, vous acceptez, monsieur le ministre, de prolonger une tradition à laquelle ont bien voulu donner naissance vos prédécesseurs, Alain Juppé, Laurent Fabius, qui, chacun à leur tour, lorsqu'ils étaient au Quai d'Orsay, sont venus dans ces mêmes lieux, dans ce même amphithéâtre, partager avec nos étudiants leur vision du monde, leur vision de la situation internationale à l'occasion de la rentrée, à l'occasion de ce moment que nous marquons avec un petit peu de solennité. Vous avez accepté pour nous rejoindre aujourd'hui de trouver un créneau dans un emploi du temps que nous savons extrêmement chargé. Nous savons toutes et tous que les crises que vous devez gérer et que vous suivez en ce moment sont tragiques, pour certaines d'entre elles particulièrement préoccupantes. La situation syrienne en particulier est présente à tous nos esprits et vous aurez l'occasion de nous en parler. Et donc la chance qui nous est offerte de vous entendre sur ce sujet et sur d'autres et de dialoguer avec vous à l'issue de votre intervention, nous en mesurons l'importance et nous vous sommes très très reconnaissants de nous l'offrir. Mais sans plus attendre, monsieur le ministre, je vais vous laisser ce micro en vous remerciant une nouvelle fois d'être à Sciences Po pour cette rentrée solennelle, la 7e de PSIA. Et je souhaite à tous les participants à cette conférence une très belle et une très bonne conférence. Soyez attentifs, chers étudiantes et étudiants, et soyez ensuite réactifs et pugnaces dans la conversation. Merci beaucoup et bonne conférence. Monsieur le doyen, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professeurs, et chères étudiantes, chers étudiants de l'École d'affaires internationales. Mesdames, messieurs, d'abord mes premiers mots vont pour toi, cher Enrico. Je suis heureux de te retrouver ici à Paris, à l'ouverture de cette année universitaire de l'École des affaires internationales de Sciences Po. Et puis heureux de te retrouver parce que nous avons partagé beaucoup de choses ensemble lorsque tu étais président du Conseil du gouvernement italien. Moi-même, j'étais Premier ministre. Et je dois dire que la relation a tout de suite été facile et amicale. Et nous partageons toujours des valeurs communes. Et pour moi, c'est une belle rencontre ce soir. Et de te savoir maintenant devenu professeur,
eh bien, je pense que c'est aussi pour toi dans ta vie une nouvelle étape, mais tu me l'as dit toi-même, qui te rend déjà très heureux de rencontrer autant de jeunes qui viennent ici à Paris. Donc c'est un plaisir, mais surtout d'un plaisir d'échanger avec des élèves qui, je le sais, comme vous venez de le dire, monsieur le directeur, viennent de tous les coins de la planète. Et ils viennent rejoindre la formation d'excellence dispensée par votre école. Des jeunes qui sont passionnés par le monde, qui aiment la France aussi. Alors je vous souhaite, au nom de la France, la bienvenue et je vous félicite de la curiosité qui vous pousse à quitter votre pays pour découvrir un autre système académique et une autre culture. En tout cas, pour Sciences Po, c'est une richesse, mais c'est aussi une richesse pour vos camarades français et au-delà, une richesse pour la France. Donc merci d'avoir accepté de venir à Paris. Alors aujourd'hui, j'aurais pu vous dresser un état du monde, comme il sied à une leçon inaugurale. Mais cela aurait fait peu de cas de la tragédie qui se déroule à quelques heures de Paris, dans la ville d'Alep. Alors que le Moyen-Orient et le monde ont perdu ce matin en la personne de Shimon Peres, un grand homme de paix, il me semble évident de commencer par vous parler de la Syrie. La Syrie, je l'ai dit la semaine dernière à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, est un pays martyr. Le peuple syrien est supplicié d'un côté par un régime barbare, acculé de l'autre par des groupes terroristes dénués de toute conscience humaine. La ville d'Alep pourrait bien devenir le symbole de cette crise, qui n'en finit pas de produire ses effets catastrophiques. J'ai appelé cela le Guernica du XXIe siècle. Quant au peuple syrien, quel choix lui reste-t-il? La fuite, c'est ce à quoi les pays voisins et l'Europe assistent depuis 5 ans, avec bientôt près de la moitié de la population aujourd'hui jetée sur les routes de l'exil ou déplacée. La mort, et les morts se comptent déjà par centaines de milliers dans ce conflit, qui se compare à l'échelle de ce peuple aux plus sanglantes des guerres du siècle dernier. La radicalisation, c'est ce qui se produit malheureusement pour certains groupes rebelles qui, face à la violence systématique d'Assad, sont conduits à se rapprocher des groupes terroristes. C'est un cercle vicieux que les soutiens de Damas nourrissent en connaissance de cause pour amener la Syrie à un face-à-face morbide entre deux barbaries, celle du régime et celle du terrorisme. Ni le régime d'Assad, ni Daesh, ni Al-Nosra, c'est-à-dire la filière syrienne d'Al-Qaïda, ne s'embarrassent du moindre principe dans ce processus mécanique et barbare d'élimination des populations qui pensent différemment, qui prient différemment, ou qui les gênent parce qu'elles se trouvent au mauvais endroit. C'est le spectacle hideux de la pire cruauté dont l'homme est capable. Il se déroule là, de l'autre côté de la Méditerranée. Que faisons-nous depuis les 5 années que dure ce conflit? Nous avons été faibles collectivement. Il faut oser le reconnaître, et je le fais devant vous. La paix aurait peut-être pu revenir si collectivement, et je le répète, nous avions su créer une coalition suffisamment forte pour frapper les auteurs des attaques chimiques de la Ghouta à l'été 2013. À l'époque, nous, la France, nous le souhaitions. Mais certains pensaient ce conflit bien lointain et insuffisamment lié à des intérêts vitaux. Les États-Unis ont hésité, les Britanniques ont renoncé, et nous avons assisté depuis aux conséquences de ces doutes. La guerre en Syrie a généré un flux massif de réfugiés qui sont devenus notre problème. Elle a favorisé l'émergence d'un foyer de terrorisme international sans précédent qui sert de base arrière ou de source d'inspiration à des attentats partout dans le monde. Aujourd'hui, cette guerre de Syrie sert à la Russie pour s'affirmer en tant que puissance, pour illustrer sa capacité à tenir tête à une coalition qui pourtant aucunement
est dirigé contre elle. Or, la Russie, en soutenant et en encourageant Assad, non seulement prend le risque d'être complice de crimes de guerre, elle contribue aussi à une entreprise qui déstabilise le reste du Moyen-Orient, qui déstabilise la Turquie, qui déstabilise l'Europe et qui pourrait finir par l'atteindre elle-même. À ceux qui, jusqu'à Paris, nous disent depuis plusieurs mois qu'il suffit de se ranger derrière Moscou pour régler le problème syrien, je leur réponds, vous vous trompez. Voyez les résultats des efforts de John Kerry qui a essayé inlassablement et avec sincérité de négocier une trêve avec Sergueï Lavrov en échange d'une coopération dans la lutte contre Jabhat al-Nusra. Cette trêve, elle n'a tenu que quelques jours et le régime syrien a repris sa marche vers Alep avec l'assentiment et le soutien de la Russie et de l'Iran. Il faut donc avoir le courage de la lucidité en reconnaissant que le monde fait face en Syrie à l'une des pires situations qu'il ait connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Faut-il pour autant se résigner ou s'enfermer et laisser Moscou s'enfermer dans une nouvelle confrontation où les marges de chaque empire seraient de nouveau sacrifiées à la volonté de puissance des grands? Le temps de la guerre froide est révolu. Certains en rêvent. En tout cas, c'est ma conviction. Ce temps-là, il peut séduire peut-être par l'illusion nostalgique d'une parité de puissance retrouvée, mais il ne correspond plus à la réalité. Le monde a changé. Les acteurs se sont multipliés et diversifiés. Plus aucun État n'est en mesure d'affirmer quelque domination que ce soit. Alors il est encore temps pour nous, je le pense profondément, de convaincre la Russie que notre intérêt commun est de coopérer en faveur de la paix, que nos intérêts, ceux de la France, de l'Union européenne et même ceux des États-Unis ne sont pas contradictoires avec ceux du peuple russe. C'est pourquoi la France ne se résout pas à laisser la Syrie dériver encore davantage vers le chaos. Tant qu'il y aura un espace pour la négociation, alors la France le mettra à profit. La Syrie ne peut plus attendre. Nous ne devons plus attendre. Il faut que cessent les combats. D'abord à Alep. C'est ce que nous efforçons de faire en ce moment même, d'obtenir au Conseil de sécurité qui est réuni, là, au moment où je vous parle. Et la semaine dernière, à New York, j'ai aussi proposé un mécanisme de contrôle pour assurer un suivi collectif du cessez-le-feu, seul de nature à créer la confiance qui fait si cruellement défaut. Et puis, il faut que l'aide humanitaire parvienne aux populations qui en sont démunies parfois depuis des mois. Il faut ensuite qu'un processus politique reprenne enfin, afin que la Syrie puisse se donner des chances, les chances d'un avenir en paix. Cet avenir est possible. Il est nécessaire si l'on veut que la communauté internationale consacre toutes ses forces dans la lutte contre le terrorisme. Avec la Syrie, le monde est à un moment de vérité. L'équilibre des puissances dans le monde et l'avenir de notre système international sont en jeu. Alors je reviens à la Russie. La Russie, c'est une évidence, a vécu le choc de la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique comme un déclassement. L'espoir d'un nouvel équilibre reposant moins sur la confrontation et plus sur la coopération n'a malheureusement pas émergé spontanément des décombres de la guerre froide. La réalité, c'est que derrière une apparence de consensus et de fin de l'histoire, une forme de désordre du monde s'est installée. Et nous payons aujourd'hui le prix de cette erreur d'appréciation qui a donné aux Occidentaux une sensation de confort pendant 2 décennies. Et pour autant, je suis persuadé qu'il est possible de bâtir un partenariat durable avec la Russie, qui est un grand pays et avec lequel nous avons un destin commun. Et là aussi, il faut le persévérer dans la voie du dialogue, ne jamais renoncer à rechercher la négociation. Vous voyez là ce que nous faisons en Ukraine avec notre partenaire allemand. C'est ce que nous essayons dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie, pour apaiser les tensions entre l'Est de l'Ukraine. Même si nous avançons pas à pas, nous avançons. Donc il ne faut pas renoncer.
Dans le monde troublé qui est le nôtre, il faut donc faire preuve de détermination, mais de patience aussi, et ne pas céder à la facilité de la tentation du repli sur soi. La montée des populismes, elle existe un peu partout. Elle nous force à réagir. D'ailleurs, elle n'existe pas qu'en Europe, elle existe aussi aux États-Unis, on le voit en ce moment avec la campagne des élections présidentielles américaines. En tout cas, cette montée nous rappelle que la paix, que la sécurité et la démocratie ne sont pas des données intangibles, mais qu'elles doivent au contraire être défendues pour perdurer. Et le Royaume-Uni et l'Union européenne viennent d'être victimes, en juin dernier, de ces accès de démagogie. Le Brexit ne mettra ni en péril l'Union européenne, ça j'en suis sûr, ni le Royaume-Uni, je l'espère. Nous nous en remettrons. Mais le Brexit trouve sa source dans le mensonge, les exagérations et les caricatures. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Je le dis avec d'autant plus de tranquillité que ce sont ces promoteurs eux-mêmes qui, au lendemain du référendum, ont admis en quittant le navire que leurs promesses n'étaient pas tenables. Et suprême ironie, ils ont laissé la charge de la négociation à une première ministre qui avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne. Alors je le crois, j'en suis même convaincu, nous sortirons l'Union européenne de cette mauvaise passe. Parce que c'est une mauvaise passe. Mais pour ça, il faudra toute la force de la coopération franco-allemande. Il faudra aussi concentrer davantage l'action de l'Union européenne sur les sujets qui préoccupent les peuples et les citoyens européens, comme le président Hollande l'a proposé à Bratislava il y a quelques jours. Les peuples d'Europe, à l'exception peut-être des Britanniques, dont les hésitations originelles n'ont jamais été surmontées, sont fondamentalement attachés à l'Union européenne. Ils ont encore la mémoire des conflits du XXe siècle. Ils comprennent ce que l'intégration européenne a apporté en termes de paix et de prospérité. Alors, il faut l'entretenir, cela. C'est un acquis, mais évidemment un acquis qui ne s'entretient pas, il finit par s'affadir. Mais il ne faut pas pour autant être naïf en ayant conscience de la capacité des hommes à faire le choix du pire, comme l'histoire l'a hélas montré. L'Union européenne a été suffisamment forte pour nous faire émerger du pire, justement, pendant 6 décennies. Mais aujourd'hui, nos populations attendent encore davantage. Penser que les Européens veulent moins d'Europe serait, à mon sens, une erreur d'interprétation. Ce qu'ils veulent, c'est en fait une Europe mieux concentrée sur leurs préoccupations. C'est-à-dire une Europe qui les protège, non pas de manière défensive, mais en consolidant le modèle européen et en assurant sa pérennité. L'Europe qui protège, c'est celle qui assure la sécurité de tous les Européens, notamment en maîtrisant ses frontières extérieures. L'Europe qui protège, c'est celle qui défend son modèle social et culturel et qui veille à la libre circulation des travailleurs, mais qui ne soit pas pour autant un prétexte au dumping social. L'Europe qui protège, c'est celle qui veille à ce que son ouverture au monde s'accompagne d'un effort pour obtenir de ses grands partenaires commerciaux des avantages équilibrés et réciproques. L'Europe qui protège, c'est celle qui fait en sorte de défendre les intérêts financiers de tous les Européens face aux pratiques fiscales déloyales de certaines entreprises multinationales. C'est ainsi que nos concitoyens européens retrouveront confiance dans le projet européen qui conserve toute sa pertinence historique. Au total, la vision de l'Europe que je viens d'esquisser brièvement est l'inverse de ce que promeuvent partout les populistes. Et il faut reconnaître qu'ils ont un certain talent pour exploiter les peurs. Lorsqu'il s'agit d'y répondre, en revanche, ils se contentent de proposer des solutions qui n'en sont pas, parce qu'elles ne peuvent pas être mises en œuvre ou parce qu'elles sont parfois pires que le mal. Face au désordre du monde, face à l'afflux des réfugiés, face à la menace terroriste, face à la crainte du déclassement que fait peser la mondialisation sur les plus modestes, les populistes proposent de fermer les portes et les frontières et même d'ériger des murs. Mais ils oublient que le médecin qui ne traite que les symptômes condamne le malade à une mort certaine. À la place, je propose une éthique de la responsabilité appliquée aux relations internationales.
Dans notre monde ouvert, le repli sur soi, la peur, la haine de l'autre ne résolvent rien. Nos nations, nos vieilles nations, sont un socle fondamental. Mais isoler ces vieilles nations, alors risque de devenir impuissantes. L'idée d'une souveraineté sans partage est un leurre. La coopération européenne et internationale est donc plus vitale que jamais. Et depuis 2012, justement, la politique étrangère de la France n'a eu d'autre objectif que d'y contribuer dans un esprit de responsabilité, en s'engageant pleinement et en ne se résignant jamais. En Afrique du Nord, les printemps arabes ont apporté beaucoup d'espoir, rebattu les cartes. Il y a de grandes réussites, comme en Tunisie, où la France continuera à contribuer à la consolidation de la démocratie. Mais il y a aussi de grandes fragilités. D'abord la persistance du terrorisme dont il faut se débarrasser, et puis le besoin urgent, en Libye, de retrouver un équilibre et des institutions solides. C'est pourquoi la France soutient le gouvernement d'entente nationale de Fayez Sarraj. Et dès son installation dans la capitale libyenne, je suis allé à Tripoli avec mon collègue allemand Frank-Walter Steinmeier pour apporter un message de confiance et de soutien. Le moment est désormais venu de trouver un compromis pour rassembler toutes les forces du pays, leur permettre de reconstruire un État qui pourra efficacement lutter contre le terrorisme et aussi apporter de la prospérité et de la justice aux Libyens. Dans cette perspective, une mobilisation de tous les partenaires de la Libye est indispensable, en particulier de tous les acteurs régionaux, et la France a pour ambition d'y contribuer, et je prépare en ce moment une réunion à Paris à cet effet. Au Proche-Orient, j'évoquais la mémoire de Shimon Peres. J'aurais pu parler des accords d'Oslo et de l'immense chantier historique d'Yitzhak Rabin. Mais aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est devenu une source d'insécurité pour toute la région, mais aussi de souffrance pour les deux peuples. Et s'est progressivement installée la fausse idée que le statu quo pourrait finalement durer. La conséquence est que la perspective de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, s'éloigne, minée par la poursuite de la colonisation et l'absence de tout processus politique, tandis que le désespoir dans la population favorise l'enracinement des idées les plus radicales et annonce une résurgence assurée de la violence. Là aussi, la France a pris l'initiative en remobilisant la communauté internationale afin d'inciter les parties, Israël, la Palestine, à reprendre le chemin des négociations et en créant les conditions de cette négociation. Je me souviens, c'était il y a quelques mois, du scepticisme qui avait accompagné l'annonce de nos intentions. Mais aujourd'hui, place a été donnée à la manifestation de la volonté de nombreux pays de s'impliquer, et parfois très loin du Proche-Orient, je pense à la Chine, au Japon, à l'Australie, au Canada, de s'impliquer à nouveau dans la recherche de la paix. À New York, la semaine dernière, j'ai pu constater que ce conflit était revenu à l'ordre du jour de la communauté internationale. C'était notre premier objectif. Alors bien sûr, il reste beaucoup de travail à faire. Je ne méconnais pas la difficulté de la tâche et la longueur du chemin, mais je veux le redire aux Israéliens et aux Palestiniens. Une opportunité unique de retourner à la table des négociations vous est offerte, alors osez de faire le choix courageux de la paix. Je pourrais évoquer devant vous de nombreuses autres situations où la France se mobilise. Mais je ne voudrais pas vous donner une impression réduite de ce qu'est la politique étrangère de la France, qui n'est pas seulement une diplomatie de crise ou de relations à la nature souvent tragique des relations internationales. La diplomatie française est construite, elle construit, elle investit, elle se déploie dans le champ culturel, économique, dans le champ des échanges humains, à travers un réseau parmi les plus développés au monde. Elle se renouvelle sans cesse pour s'adapter aux priorités et aux besoins de la société française. Elle est le contraire de l'image d'une bureaucratie tournée vers le passé qui lui est parfois accolée. La diplomatie française est sur tous les fronts, sur le front économique en particulier, pour appuyer les exportations de nos entreprises, attirer les investissements étrangers en France ou encore promouvoir la France
comme destination touristique. Sur le front des échanges humains, ensuite, qui sont la clé des succès à venir de la projection internationale de notre pays. Et je me réjouis que la France soit devenue l'an dernier la 3e destination mondiale des étudiants étrangers en franchissant le cap des 300 000 étudiants. Et sur le front de la solidarité internationale encore, avec depuis 4 ans des évolutions en profondeur de notre politique de développement, reposant sur une aide dont la trajectoire ascendante reprend, grâce aux engagements du président François Hollande, toute sa force et sa nécessité. Sur le front des enjeux globaux, chacun, bien sûr, a en mémoire le succès de la COP21, qui a permis pour la première fois de doter la planète d'un cadre ambitieux pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Et sur le front de la culture et de la francophonie, toujours, car le respect de la diversité est une des réponses aux problèmes du monde, la France continue son engagement. Et sur le front des valeurs, enfin, parce que la France, et je pèse mes mots, surtout dans le contexte parfois de dérive du débat public, y compris dans notre pays, la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est en accord avec elle-même, qu'elle promeut les droits de l'homme et les libertés qui sont au cœur de son modèle républicain. Mesdames, Messieurs, j'ai bien conscience d'avoir dressé devant vous un sombre tableau. Cela ne doit pas nous conduire, cela ne doit pas vous conduire à l'abattement ou au fatalisme. Au contraire, notre engagement, c'est de prendre les problèmes à bras-le-corps et d'y répondre. Et il faut aussi valoriser les succès. La paix et la sécurité progressent au Sahel. De nouvelles perspectives de développement en Afrique s'ouvrent. La démocratie s'installe en Birmanie et la paix civile en Colombie. Je vous ai aussi parlé de notre diplomatie qui construit, de notre diplomatie qui investit. Contribuer à rendre le monde meilleur, ce n'est donc pas une mission impossible si la volonté est là, si l'énergie est là, si la capacité à mobiliser tous les cœurs et les intelligences sont là. Voilà, défendre nos valeurs, protéger nos intérêts et nos populations, offrir à chacune et à chacun davantage d'opportunités, conserver à nos sociétés leur caractère libre et ouvert, voilà nos priorités, voilà notre objectif, voilà notre combat, et j'espère que chacune et chacun d'entre vous pourra, à sa mesure, en être un acteur passionné. Merci de votre attention. Cet applaudissement est, je pense, la réaction la meilleure à ce que tu viens de dire. Et la réaction maintenant, ça va être la réaction des questions de nos étudiants que je demande tout de suite à vous tous de prendre la parole. Vous avez les 2 micros qui sont aux 2 coins de la salle et vous pouvez vous dresser et employer les micros pour commencer à mettre les questions sur la table. L'intervention du ministre des Affaires étrangères françaises a été une intervention large qui a touché beaucoup de sujets. Et je pense donc que, puisque sur ces sujets, c'est le travail quotidien chez nous, tu as cité un sujet d'espoir. La semaine passée, on a eu ici, chez nous, ça a été un des plus intéressants et de mon point de vue aussi des plus émouvants. Plus émouvante rencontre qu'on a eue à PSIA, à Sciences Po, la rencontre avec un des négociateurs en chef de l'accord de paix en Colombie. De voir que ce lundi dernier, on a vu la signature de cet accord, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne l'espoir que les choses peuvent se mettre en marche. Alors donc, c'est à vous de prendre la parole. Vous pouvez employer les micros. Mettez-vous sur la ligne des micros et on va en prendre quelques-unes ensemble et puis on va avoir tout de suite après les réponses. Je vous demande de vous présenter avant de poser votre question.
Oui, bonjour Monsieur le ministre. Moi je suis étudiant ici, j'ai une double nationalité, l'Afrique du Sud et l'Allemagne. Et oui, merci pour le discours. Vous avez parlé un peu de l'Afrique aussi, l'Afrique du Nord, mais je serais intéressé à quel point on a, par exemple, là maintenant la situation au Gabon, à quel point la France peut soutenir le processus démocratique dans les pays africains où on a souvent des présidents qui restent pendant, comme maintenant, plusieurs années. Est-ce que la France ne peut pas déployer la pression pour faire que certains dirigeants quittent le pouvoir après avoir servi 2 mandats ou peut-être 3? Et ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après la vie politique? Bon, sur cette question, moi j'ai une idée. PSIA à porte ouverte. Donc, même ma position est une position. Ma chaire va être vide rapidement si tu viens là. Donc, mais j'espère que tu vas rester là longtemps. Donc, à vous. Bonjour, je m'appelle Mara. Je suis étudiante en International Public Management. Merci d'abord beaucoup pour votre discours. Vous avez beaucoup parlé de votre attachement à l'Europe, au fait qu'il fallait la renforcer pour éviter qu'elle ne succombe au populisme et qu'elle ne se délite. Dans un livre de M. Stiglitz, paru récemment, qui critique assez fortement l'Europe et l'euro, il parlait du fait qu'il était possible de renforcer l'Europe en divisant l'Europe, en fait. C'était cette idée de créer des Europes à plusieurs niveaux, une Europe du Sud, du Nord, un euro du Sud, un euro du Nord, pour compenser ces disparités très, très importantes, autant économiques que culturelles, selon M. Stiglitz. Alors, je voulais avoir votre avis, justement. Pensez-vous qu'on peut renforcer l'Europe en la divisant, ou pensez-vous qu'il faut aller vers davantage d'union? Merci. Une troisième question. Bonjour, merci beaucoup pour votre discours. Du coup, moi, je suis étudiante en échange ici à Sciences Po. Je suis russe. Et vous avez beaucoup critiqué la Russie lors de votre discours. Du coup, ma question est assez simple. Je voulais juste savoir si vous pensez que les sanctions économiques contre la Russie sont-ils efficaces? Bon, très bien. Je pense que tu as 3 belles questions devant toi. Merci beaucoup pour vos questions sur des sujets qui sont très importants. La première question, ça concerne l'Afrique. J'ai juste évoqué brièvement ce que l'Afrique représentait comme perspective pour l'avenir et, j'allais dire, le continent qui le plus grand dynamisme démographique, avec une jeunesse pleine d'attentes, d'envie, mais aussi qui est capable de projets. Vous le savez bien, vous venez d'Afrique du Sud, et, comme vous l'avez dit, il y a énormément de potentiel. Et en même temps, l'Afrique est confrontée à plusieurs défis. D'abord, il y a le défi du développement, et puis il y a le défi de la sécurité, et puis il y a le défi démocratique. C'est ces 3 défis-là. Alors, il faut aussi être positif. Vous avez fait allusion aux événements, aux élections récentes de Gabon, par exemple. Il y a une période qui est révolue, et vous l'avez dû le lire à travers les déclarations que j'ai pu faire au nom de la France. C'est la période de la France-Afrique, la période de l'ingérence dans la politique intérieure des pays africains. Donc nous avons souhaité que le processus électoral soit le plus transparent possible, que la voie, j'allais dire, du droit soit utilisée, non pas la voie de la violence, que ce soit par les opposants, que ce soit par le régime. Nous avons tenu cette ligne. Et puis nous avons souhaité aussi appeler au dialogue, alors qu'il y avait des doutes. Il en reste encore, mais maintenant il y a un président qui a été proclamé élu avec la décision de la Cour constitutionnelle. Mais l'Union européenne avait des observateurs, donc nous avons pu voir qu'il n'était pas parfait. Et donc ce que nous encourageons maintenant, c'est le dialogue pour la suite de l'histoire du Gabon, le dialogue politique. Et là, nous nous appuyons en confiance sur l'Union africaine. Car j'ai parlé de l'Europe, mais l'Afrique s'est organisée, a créé des organisations régionales, comme
pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique, l'Union africaine, et qui est extrêmement importante, et qui joue un rôle de plus en plus important, et qui jouera un rôle de plus important dans la régulation des conflits, dans la régulation des situations de crise. Et il y en a beaucoup. J'en citerai une autre. Vous parliez de ces hommes d'État qui voulaient rester le plus longtemps possible. Il y a un exemple, c'est la République démocratique du Congo, qui est un très grand pays, avec énormément de potentiel économique, humain, etc., mais qui est au bord de la guerre civile. Récemment, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, parce qu'il y a un président qui est en place et qui veut garder sa place alors qu'il n'a plus le droit de se représenter. Et donc, avec la communauté internationale, la France joue son rôle, et récemment encore, pour tout faire pour que le dialogue national ait lieu. Il a commencé, mais il est très insuffisant. Et pour que la date des élections soit fixée et que le président sortant, dont on garantira la sécurité, bien entendu, il ne s'agit pas que ça se déroule dans la violence, mais annonce clairement qu'il ne se représente pas. Sinon, effectivement, ce grand pays peut-être peut déboucher, voire déboucher en son sein une guerre civile. Donc ça fait partie de l'action que nous menons, mais là encore, ce n'est pas l'ancien colonisateur, ici ou là, c'est vrai pour la Belgique, mais aussi pour la France, qui doit dicter, mais qui doit encourager au dialogue intérieur, et qui doit aussi, dans le cadre international, donc des institutions internationales, dont les Nations Unies, ou les institutions qui existent, c'est le cas pour l'Union africaine ou l'Union européenne, jouer son rôle et encourager aux bonnes solutions. Le deuxième défi, je le disais, c'est le développement. Il y a énormément de potentiel dans tous ces pays, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, et des inégalités plus qu'ailleurs. Même dans des pays riches, je pense au Nigeria, avec la ressource pétrolière. Et pour autant, il y a des disparités sociales, il y a un manque d'équipement collectif, notamment en matière de santé, et puis il y a des régions qui sont abandonnées. Et puis il y a, et le troisième volet, c'est le défi du terrorisme. Mais justement, au Sahel, Al-Qaïda, dans la région des Grands Lacs, Boko Haram. Donc nous avons un double combat à mener. La France a pris ses responsabilités au Mali, par exemple. C'est d'aider ces pays à résister au terrorisme, au djihadisme, qui, si nous n'étions pas intervenus au Mali, par exemple, aurait envahi complètement le Mali, qui serait aujourd'hui sous sa coupe. Et donc ce combat n'est pas fini. Mais maintenant, il ne se déroule pas seulement à l'initiative de la France, il se déroule dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Donc nous ne sommes pas seuls. Je suis moi-même allé au Mali et au Niger avec mon collègue allemand que j'ai cité tout à l'heure, Steinmeier. Et puis, en même temps, il y a soutien au projet de développement de ces pays qui sont confrontés à la fois à cette violence, à la fois aux flux migratoires. C'est le cas, par exemple, d'un très petit pays qui est pauvre, comme le Niger, mais qui a une énergie incroyable pour à la fois faire vivre ses institutions du mieux possible, puis en même temps de développer des projets, mais qui doit faire face aux besoins de sa sécurité. Donc il faut l'aider. Mais maintenant, et c'est mon combat au niveau européen, et je vois que les choses progressent, que je ne me sens pas seul, de plus en plus, il y a une prise de conscience que l'Europe, et pas seulement la France, doit pleinement jouer son rôle d'aide à l'Afrique. Et sans opposer soutien à la sécurité, soutien au développement. Mais en le faisant dans un esprit de partenariat et de coopération. Mais je pense que nous le pouvons. Et notamment, il y a un secteur où l'Afrique, toutes ses capacités pour l'avenir, c'est la transition énergétique, l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité pour le développement. Et ça, c'est là qu'il faut faire porter, mettre la priorité pour tous les projets. Ils sont extrêmement nombreux dans un continent qui, justement, je pense à l'énergie solaire, a une énorme capacité, mais pas seulement. Il y a même en Afrique, on ne le sait pas toujours, des possibilités hydrauliques. Donc tout ça, c'est, à mon avis, prioritaire. Vous avez aussi évoqué, concernant l'Europe, le professeur Stiglitz. J'ai vu ses papiers, ses interviews. Bon, il est critique, il est vrai, sur le fonctionnement surtout de la zone euro. Pas l'Europe comme projet politique. Je n'ai pas vu ces critiques-là. Il est même pour l'Europe. Simplement, il considère que la manière dont fonctionne l'euro, la zone euro, nous avons une expérience avec Enrico, il y a des défauts. Il y a eu la crise grecque qui a été mal gérée, trop lentement solutionnée, mais je dirais aussi durement solutionnée. Et donc, il y a des disparités entre le Nord et le Sud. Alors, en même temps, nous sommes dans un contexte de monnaie unique. Ça implique un certain nombre de règles, mais je pense qu'il faut non pas remettre en cause les règles, mais aider les pays qui en ont le plus besoin, et notamment ceux qui ont du retard en matière d'investissement. Donc s'il y a des progrès à faire, c'est là. Alors, parfois, il y a des divergences, parfois, il y a des débats, mais il faut les avoir.
harmonisation fiscale, davantage, je le disais encore, plus d'investissement. C'est possible, mais il faut le décider politiquement. Et là, il y a des résistances. Donc Stiglitz a mis le doigt sur un certain nombre de difficultés, mais lui, il va trop loin. Il va jusqu'à conclure, bon, on pourrait se passer de l'euro. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Il faut bien voir dans quelles conditions a été créé l'euro. C'était d'abord une décision politique. C'est une construction politique qui a permis de consolider l'Europe. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas jouer avec ça. Alors, bon, lui, il est à l'extérieur. Il n'est pas acteur politique. Donc, il est libre de sa parole. Mais en tant qu'acteur politique, ce n'est pas ce que je préconise. Mais par contre, il faut faire bouger les choses. Ensuite, dernier point, concernant la Russie. Je crois avoir expliqué les choses. La Russie, c'est une vieille et grande nation, mais qui, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de son système, l'Union soviétique, et d'ailleurs c'est Poutine qui a employé l'expression, je crois, de mémoire, la fin de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe de l'histoire. Parce qu'évidemment, c'était l'influence de la Russie à travers cet empire qui était affaibli, alors que le régime lui-même, on l'a vu avec les réformes de Gorbatchev, était assis sur des décombres. Il ne pouvait pas survivre en tant que modèle économique et politique. Il arrivait à sa limite. Mais l'erreur, elle vient à la fois des Russes sur la manière dont ils ont abordé les réformes à la suite de cet effondrement, et la période Helsinki, par exemple. Mais il y a aussi une erreur des Occidentaux, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont cru que c'était la fin de l'histoire et que la Russie, au fond, n'était plus la Russie et qu'elle rentrait dans les cadres et les règles classiques occidentales. C'était mal comprendre l'âme et l'histoire russe. Et je pense que là, il y a eu une erreur et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de résurgence pour que la Russie joue son rôle, redevienne une grande nation, mais elle a le droit et elle a même le devoir, mais avec les dérives et les excès. Donc il faut parler avec les Russes. L'erreur, c'est de ne pas avoir compris cela après la chute de l'Union soviétique. Il y a eu beaucoup de retard de pris. Aujourd'hui, la Russie est dans une impasse diplomatique, politique et militaire en Syrie, je l'ai dit, mais en même temps, la main tendue, elle est toujours là. Je prenais l'exemple de l'Ukraine, elle est toujours là, et vous parliez des sanctions. Les sanctions, elles sont venues comment? Elles sont venues lorsque la Russie a facilité la remise en cause de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et nous ne pouvions pas, nous, la communauté internationale, et notamment les autres pays européens, accepter cet état de fait. Car après la Seconde Guerre mondiale, la paix en Europe, et y compris après la réunification, notamment pour la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, c'est sur l'inviolabilité des frontières que la sécurité et la paix que s'est construite après la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y avait cet accroc qui demeure particulièrement grave, que dans l'intérêt commun, nous ne pouvions pas accepter. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces sanctions. Mais ces sanctions, elles ne sont pas un but en soi. Nous avons vocation à les lever, et je l'ai dit aussi aux dirigeants russes, au fur et à mesure que les accords de Minsk, pour rétablir la souveraineté ukrainienne et accuser la stabilité et la sécurité dans le Donbass, mais en même temps en acceptant de reconnaître qu'il y a une spécificité, un statut spécial pour cette région, avec des élections, si on arrive à mettre en place peu à peu les accords de Minsk, alors oui, on peut ouvrir la question des sanctions. C'est clair. Donc je crois qu'il ne faut pas... La Russie n'est pas un ennemi, mais il faut que ça se devienne un vrai pays partenaire. Et pour ça, lorsqu'il y a des désaccords aussi graves que sur la Syrie, il ne faut pas tourner autour, il faut le dire, dans l'intérêt même de la paix, mais aussi de la Russie pour son propre destin. There is, I think, a first question in English. Good evening, Mr. Minister. Mingrui Cao from China, Wuhan University. And I'm very glad to raise the first question. And my question is also connected with Syria issue. In your lecture, you criticized Russia's foreign policy on Syria issue a lot. But, recent linked emails of the, United States President candidate Hillary Clinton show that, U.S. government probably involved in Syria issues and support and providing many weapons to allies.
So I'm wondering, the French foreign policy on Syria issue, the preference is out of the shared interest with U.S. or out of the possible negative impact of Russia when they control the Syria region. Thank you. Thank you. On this side. Bonsoir Monsieur le Ministre, je m'appelle Aurélien, j'ai passé ma 3e année d'échange à Vienne et j'aimerais vous parler de Vienne justement. Si on lit le rapport MAEDI 21 qui est paru ces derniers mois, on voit bien que les budgets du MAE tendent plus à se diriger vers les pays émergents et que ça nécessite donc une adaptation en Europe. J'aimerais vous parler de diplomatie culturelle parce que vous en avez parlé, et vous dire qu'il y a des signaux, le MAE envoie des signaux plutôt négatifs ces derniers temps, à Amsterdam, à Vienne, avec la vente du palais Clam-Gallas, et vous demandez si la diplomatie culturelle en Europe était toujours une priorité de votre ministère, et vous demandez des nouvelles du palais, puisque selon la presse autrichienne, la vente pourrait être mise en cause par le restaurateur qui refuse de quitter le parc. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Bon. Merci. Ne soyez pas trop conservateur, vous voyez. Vous avez, et ça, je réponds tout de suite à cette question. L'action culturelle internationale de la France est une de mes priorités. Je suis très clair sur ce point. Nous avons même un opérateur qui s'appelle l'Institut français. Nous avons un très beau réseau des alliances françaises. À chaque fois que je me déplace, je m'y rends et je soutiens l'action culturelle de la France, des artistes, etc. Ça, pour moi, c'est une priorité. C'est même un des atouts de la France. Et donc, on va continuer. Alors qu'on fasse un effort vers les pays émergents, c'est un peu la moindre des choses. Il y a des pays où nous sommes absents. Mais je voudrais vous donner un exemple où nous avons toujours été présents. C'est la Birmanie, où je me suis rendu il y a peu de temps, où j'ai rencontré Aung San Suu Kyi, que je connaissais déjà, j'avais vu à Paris aussi, mais qui est une femme d'un courage inouï, qui est restée si longtemps reléguée dans sa maison à Rangoon, et qui aujourd'hui gouverne dans des conditions difficiles. Il y a encore les militaires au Parlement. Mais pendant la période de la dictature, il y avait un institut qui est resté toujours ouvert, c'est l'Institut français, l'Institut culturel français, à Rangoon, sous la dictature. C'était une dictature terrible. Hein. Eh bien, il y a eu cette résistance culturelle où des hommes et des femmes, justement, qui n'acceptaient pas ce régime, venaient. Et j'ai rencontré justement une très grande personnalité qui a le rôle de président de la République aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, en fait, dirige effectivement, et qui se souvient très bien de cette période et qui a une grande reconnaissance à la France. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. J'étais il n'y a pas longtemps à Prague et on m'a raconté aussi la visite de François Mitterrand au moment où il y avait encore la dictature de Husak et que les dissidents étaient toujours menacés avec Václav Havel et qui les avait reçus. Mais ces personnes-là avaient un accueil dans les instituts culturels français. Hein, et il y avait là comme un espace de liberté qui demeurait. Donc on va continuer. Alors après, vous me dites qu'on envisage de vendre un ancien palais à Vienne, mais on ne vend pas tout. Mais je pense que la bonne gestion, c'est aussi de temps en temps, lorsque des bâtiments ne sont plus adaptés, les vendre pour en utiliser d'autres à la place. Et ça, c'est pas là l'essentiel. Bon, oui, je sais, il y a toujours des gens pour défendre, pour que rien ne change. Mais moi, je ne suis pas pour que tout change. Mais je suis au contraire que pour les valeurs que représente la France, dont l'action culturelle internationale demeure, mais quand il faut être un peu imaginatif pour se donner des petits moyens, ce n'est pas la peine d'hésiter. Voilà, pardon d'avoir été un peu réactif à votre question, mais merci de me l'avoir posée. Ah oui, sur la Syrie. Excusez-moi, la Syrie, c'était par rapport à la Russie? Non, par rapport aux États-Unis. Avec les États-Unis, les États-Unis soutiennent l'opposition, fournissent des armes, etc. La France est engagée, non pas militairement, la France est engagée dans une coalition contre Daesh, seulement contre Daesh. Nous ne sommes pas des belligérants présents sur le terrain avec des militaires. Les seuls qui sont présents, c'est les Russes et les Iraniens, et le Hezbollah du Liban. C'est ceux qui sont présents militairement. C'est ça la réalité, aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Après, il y a l'opposition. Après, il y a une question par rapport aux États-Unis. J'y reviens un instant. Je ne sais pas ce que sera la politique américaine demain, sur le plan multilatéral. Ça dépendra du choix que les Américains feront de leur futur président. Mais je ne vous cache pas une certaine inquiétude. Parce que je ne sais pas ce que sera la politique si c'est Trump qui est élu.
du point de vue, je dirais, de la conception du monde multilatéral, de la coopération internationale, je ne sais pas. Avec Hillary Clinton, on la connaît, elle a une expérience. Alors je ne dis pas qu'on est forcément d'accord sur tout. Il y a eu d'ailleurs un désaccord, pas seulement avec elle, qui était avec le président Obama, lorsque nous avions envisagé, après l'utilisation des armes chimiques en 2013, par le régime de Damas, de frapper les bases aériennes, enfin des cibles militaires syriennes, pour marquer un coup d'arrêt. Nous étions prêts. Je me souviens avec le président Hollande, un week-end de fin août 2013, nous étions, je dirais, au moment de la décision. Et lorsque le président américain a appelé pour dire « Ah non, je ne pourrais pas », alors que les Britanniques venaient eux aussi de renoncer. Je pense que ça a une influence très profonde sur la situation d'aujourd'hui. Donc, je le dis, c'est un regret. Un regret pour une question grave. Donc vous m'avez posé la question, maintenant on verra ce que sera l'avenir. À vous. My name is Mark Kaplan. I'm from Ukraine, and I have a question about Ukraine. Well, after revolution and Crimean annexation, it felt like Europe is huge in support of Ukraine, but in spite of last tendency, when there are lack of reforms, high rate of corruption, slow process of implementation of Minsk Accords, it feels like EU is tired of Ukraine, and the Holland referendum, for example, in Netherlands showed it clearly. My question is, are there chances that EU can abandon Ukraine in terms of international support and in terms of sanctions on Russia, for example? And is there a place for EU enlargement, and particularly for Ukraine? Thank you. Thank you. There. Bonsoir Monsieur le Ministre, je m'appelle Yann et je viens de l'île Maurice. Un petit pays en fait et qui a beaucoup à apprendre, j'imagine, de l'Europe. Et je pense que c'est le cas de plusieurs pays aujourd'hui, notamment les pays émergents. Vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de l'Asie. Et justement, j'aurais 3 questions qui peuvent se décliner en une et qui justement portent à l'avenir de ces pays en développement. Parce que vous avez justement abordé le sujet de l'Union européenne qui aujourd'hui se pose un peu comme une réussite en termes de coopération, en termes d'identité, et que beaucoup justement d'organisations, de régions du monde veulent copier, notamment l'Union africaine. Et c'est justement en tant qu'Africain que je me pose la question justement de savoir comment est-ce que, d'après vous, on peut créer une identité? Comment est-ce que des pays, comme les pays africains, qui sont maintenant très jeunes, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé après la colonisation, qui ont justement dû rebondir et se recréer, comment est-ce que ces pays-là, justement, peuvent créer une identité commune? Et plus personnellement, après, comment est-ce qu'eux, justement, peuvent se retrouver? Donc voilà, ma question est justement, est-ce que coopérer est finalement l'alternative ultime? Est-ce que, ou est-ce que, voilà, comment coopérer? Comment est-ce que d'après vous on peut coopérer? Et dernière question, quelle est justement la place de la culture de ces États-là dans le monde d'aujourd'hui? Merci. 3e question. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Valentina, je suis étudiante dans le Master in Advanced Global Studies en développement international. Je vous poserai une question que j'ai déjà posée à notre doyen, Monsieur Letta. Et vous êtes italienne. Pardon? Et vous êtes italienne. Et je suis italienne, voilà. Oui. Et bientôt franco-italienne, j'espère. Quelles sont, selon vous, les actions que les femmes et les hommes politiques peuvent engager pour relancer l'idée d'Europe? Et lié à cette question, j'en ai une deuxième. Tout le monde connaît votre parfaite maîtrise de la langue allemande. Quel est l'impact de la connaissance d'une langue dans la gestion des affaires internationales, surtout dans la gestion des affaires européennes? Merci beaucoup. Bon, merci. Pour l'Ukraine, il y a eu la révolution orange contre une dictature que nous avons soutenue. Et il y a avec l'Union européenne un lien étroit désormais, mais qui n'est pas celui de la perspective de l'adhésion, c'est celui de la coopération. Et l'Ukraine, on ne laisse pas tomber l'Ukraine. L'Europe ne laisse pas tomber l'Ukraine. L'Europe aide de façon substantielle
l'Ukraine pour ses projets de développement. Le Fonds monétaire international aide l'Ukraine aussi pour tous ses projets, y compris pour rétablir sa situation économique et financière. Mais en même temps, vous l'avez évoqué, il faut aussi que l'Ukraine fasse sa part des réformes. Et là, je ne parle pas seulement des réformes politiques qui sont nécessaires pour arriver à un accord, pour respecter ce que j'ai rappelé tout à l'heure, les accords de Minsk. Bon, là, il y a les Russes qui ont leur part à faire avec la sécurité dans le Donbass, et là, on est loin du compte. Et puis, il y a l'Ukraine qui doit voter une loi électorale, un statut spécial, une loi d'amnistie, une réforme constitutionnelle, et puis négocier avec les Russes l'échange de prisonniers. Donc tout ça doit se faire. Ça, c'est pour la question, je vais dire, russo-ukrainienne. Mais pour l'Ukraine elle-même, il y a des réformes à faire. Et des réformes pour mettre en place un état de droit, de la transparence dans la gestion. Il y a encore trop de corruption. Et quand je me suis rendu à Kiev 2 reprises avec Steinmeier, on y va ensemble souvent, on se déplace. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne, de la relation franco-allemande. On parle aussi franchement aux Ukrainiens. On leur dit attention, si vous ne faites pas votre part de réforme, il y a le poids des oligarques, nous le savons. Alors vous risquez un jour d'avoir des critiques, notamment venant de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, qui risquent de freiner leur intervention. Nous ne souhaitons pas cela. Mais parler franchement, ça veut dire parler franchement avec le président, Porochenko, ça veut dire parler franchement avec le Premier ministre, mais aussi parler franchement avec toutes les forces politiques ukrainiennes. Ce que nous avons encore fait la dernière fois où nous sommes allés, là, la mi-septembre. On a rencontré tous les groupes parlementaires de la Rada, et c'était très intéressant. Mais on voit les difficultés. Il y a une vie politique, il y a une vie démocratique, et parfois de faire des réformes, ça a un coût. Ce n'est pas toujours populaire quand on remet en cause des situations. Mais il faut le faire. Donc, au nom de la stabilité de l'Ukraine, de son développement, de son avenir, de ce grand pays, il faut continuer à l'aider, mais en même temps, il faut le faire de façon transparente, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Alors, après, vous avez parlé de vous qui venez de l'île Maurice. Vous avez fait référence à toutes les organisations qui se mettent en place peu à peu, en Afrique, en Asie, et qui souvent s'inspirent de l'Europe. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai rencontré les ambassadeurs des pays de l'ASEAN, l'association des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc il n'y a pas la Chine, mais ces pays-là sont en train de mettre en place une organisation intégrée, de plus en plus étroite entre eux, et ils s'inspirent de quel modèle? Du modèle européen. Moi, quand je me déplace dans le monde, c'est pas d'aujourd'hui, et Enrico a dû avoir la même expérience, souvent l'Europe est regardée avec envie. Alors parfois avec critique aussi. Je me souviens de mon premier déplacement, c'était à Singapour. À l'époque, l'euro était en crise, et on me disait là-bas, oh là là, l'euro va disparaître. Et il n'y avait rien d'acquis, on était en danger. Et puis on me disait, mais en même temps, il ne faut pas, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de l'Europe. Récemment, j'ai rencontré mon homologue de Nouvelle-Zélande qui me dit, nous, on veut continuer à négocier avec vous sur le plan économique, des échanges économiques avec l'Europe. Mais quelles sont les conséquences du Brexit? Et la même chose, les questions sur le Brexit me sont posées partout. Parce que là, certains ont vu la crise de l'Europe, et peut-être même certains ont craint la fin de l'Europe. Donc on voit bien que ce n'est pas un modèle absolu, qui a toutes les qualités, toutes les vertus, mais il est issu d'une histoire, ce modèle européen. Il est issu d'une tragédie, celle du XXIe siècle, de 2 guerres mondiales et de la tragédie de la Shoah. Donc c'est les leçons que les Européens ont su tirer, que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc c'est légitime que ça inspire. D'ailleurs, nous, les Européens, on devrait se dire, si on inspire autant, c'est que ce que nous avons fait n'est pas si mal. Donc on aurait peut-être intérêt à prendre conscience qu'il faut le défendre. Et donc, moi, j'encourage, alors vous avez parlé de l'Union africaine, un exemple très concret dans l'actualité, avec la mise en œuvre du plan de lutte contre le réchauffement climatique, est en train de se mettre en place une organisation à l'échelle africaine pour voir de quelle manière on pourrait mobiliser les fonds, financer les projets qui vont venir dans chaque pays africain permettre d'accéder à l'énergie, à l'électricité qui sont la base du développement. Et ça, c'est un exemple concret, et c'est l'Union africaine qui est en train d'en préparer les conditions.
Alors nous on ne fait pas à leur place. On nous demande parfois de l'expertise, on est prêt à le faire. On peut nous demander aussi des cofinancements, nous sommes prêts à le faire, mobiliser aussi d'autres financements internationaux. Mais ce dont je peux vous dire, la réalité, c'est que les projets, ils existent et ils ne partent pas de nous, ils partent des Africains eux-mêmes. Je disais tout à l'heure que l'Afrique avait un potentiel formidable, c'est sa jeunesse, sa créativité. J'étais cet été au Kenya. Et le Kenya, c'est un pays qui est en plein boom économique. C'est pas facile. À côté, il y a la Somalie avec des risques terroristes qui menacent aussi le Kenya. Mais le Kenya, ils sont très en avance, y compris sur nous, pour le paiement électronique par le téléphone. Et vous savez que la question de l'accès au crédit, l'accès à la monnaie, c'est une des conditions aussi du développement. C'est au Kenya. Je ne le savais pas. Hein. Enfin, je ne le savais pas. Je l'ai appris quand je me suis préparé mon voyage. Et j'ai vu que ça marchait. Mais je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés étaient fiers de nous montrer ça et montrer leur capacité. Donc il ne faut pas avoir à l'égard de l'Afrique, comme à l'égard des pays émergents en Asie, une attitude paternaliste, comme quoi nous aurions, nous, le savoir et toute la connaissance, que nous aurions tout faire et répondre à toutes les questions. Il faut partir du réel. Vous parliez d'identité tout à l'heure. Ben oui, partons du réel, partons de ce que ces pays sont capables de faire de meilleur, avec leur histoire, leur culture, qu'il faut respecter. Et quand je parlais tout à l'heure de la diversité culturelle comme de la diversité linguistique, c'est indispensable. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Moi, je suis très fier que la France, par exemple, est capable de proposer au monde un musée comme le musée des Arts Premiers ou sur le quai Branly, parce qu'il n'y a pas de culture majeure et de culture mineure. Donc ça aussi, ça fait partie du combat de la France et des Européens, parce que nous avons ces valeurs en commun. Alors, vous avez parlé de la diversité linguistique en Europe. Moi, je vais vous dire... Je me bats pour que, bien sûr, l'anglais, la langue de la facilité, des échanges, c'est difficile si on va à tel endroit, parler avec tel homme politique, tel homme d'État, si on ne connaît pas sa langue, si lui ne connaît pas la vôtre, si on veut échanger, il ne faut pas avoir peur d'utiliser l'anglais. Moi, je ne suis pas un adversaire de l'anglais. Je suis défenseur de la francophonie et du multilinguisme. Il faut que ça soit bien clair. D'ailleurs, c'est une chance de la francophonie de l'accepter. Je l'ai dit à New York, à la soirée... consacré à la francophonie, il y avait beaucoup de gens qui sont venus, mais ils n'étaient pas tous francophones, mais ils étaient pour la francophonie. Donc, vous voyez, n'ayons pas peur de ça. Mais en même temps, je revendique que dans certaines réunions, notamment internationales, où il y a la chance d'avoir la traduction simultanée, que chacun parle dans sa langue. Pourquoi vouloir s'efforcer à tout prix? Je vois certains de mes homologues qui veulent à tout prix parler en anglais dans les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Non, parlez votre français, parlez l'italien. D'abord, c'est agréable à entendre, la langue de l'autre. Et puis quand on converse ensemble, on va parler en anglais si on ne peut pas parler autrement. Quant à l'allemand, c'est vrai que c'est une langue, c'est utile. Vous me posez la question, je constate que quand on parle, et c'est vrai dans la relation franco-allemande où il y a quelque chose de particulier, que de parler la langue de l'autre aide beaucoup. Ça crée un lien. Il y a peu de temps, je suis allé devant la conférence des ambassadeurs allemands, où Steinmeier m'avait invité. J'ai parlé devant tous les ambassadeurs, je l'ai fait en allemand. Je crois que ça a changé quelque chose. J'en ai revu pas mal d'ambassadeurs qui m'ont dit qu'ils avaient été sensibles au message, plus que de l'avoir pu leur dire directement. Mais c'est exceptionnel, parce que d'habitude, je parle en français, même en Allemagne, parce que c'est normal de parler dans sa langue. Mais je réponds à votre question comme ça, et c'est très important de ne pas avoir peur parce que la langue, c'est aussi la culture, c'est aussi... un patrimoine, c'est derrière des traditions, c'est un mode de vie, c'est des tas de choses, c'est une sensibilité. Donc il faut préserver ça. J'ai parlé de patrimoine de l'humanité, oui, c'est le patrimoine de l'humanité. Et même en Europe, nous devons commencer à le faire. Donc ça vaut aussi pour les langues africaines. Vous parlez de l'Afrique. Les langues asiatiques. Alors c'est vrai qu'en Afrique, il y a une multitude de langues. Il y a une multitude de langues. C'est parfois difficile de toutes les préserver. C'est comme en France, avec les langues minoritaires. L'alsacien, le breton, le basque, etc. Mais ça fait partie du patrimoine. Il faut y être attentif aussi. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas peur de vivre ensemble parce qu'on a une spécificité linguistique. Contraire. Même les accents. De temps en temps, on dit « il n'y a pas assez d'accents ». Mais moi, je crois que c'est juste. L'accent, c'est une richesse. Et parfois, il y a des accents. C'est comme le soleil. Merci, Enrico. On prend deux autres questions finales. Une de ce côté-là, et je vous demande d'être très rapide. Okay. Merci beaucoup d'abord. Et en fait, je ne parle pas très bien français, mais je suis pour la francophonie, donc j'essaie de... On est en France, n'est-ce pas?
En fait, vous avez parlé du changement climatique et après, vous avez dit qu'on a besoin de soutien le commerce et le trade, tout ça, et de soutien le développement partout. Et même, vous venez de mentionner en Afrique quelques projets qui ont aidé le chose de changement climatique. Mais où est la discussion du développement durable? Je suis très curieuse pourquoi on n'utilise pas ce mot dans le discours international. Et aussi, ça a l'air qu'à votre niveau de gouvernement, il y a toujours des discussions pendant la conférence grande comme COP 21. Mais où est le discours, la discussion du quotidien de ce sujet? Et je pense pour... c'est assez important de parler de ces sujets de quotidien parce qu'en fait, pour deviner ces sujets de courant principal, en fait, ça, c'est la chose qu'on a besoin de mettre le développement durable dans le courant principal. Mais où est... ouais, ça, c'est mon question. Où est la discussion de développement durable? Merci. La dernière? Oui, ça marche. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Professeur. Ma question va... Anna, je suis étudiante à International Public Management à Sciences Po. Donc, avant, j'étais à SAS, mais je suis russe. Donc, je suis un produit, disons, de l'éducation supérieure française tout en étant russe. Donc, ma question va compléter la série de questions sur le dossier ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'il y a la politique et la position commune des pays européens vis-à-vis le dossier ukrainien? Et la deuxième question, est-ce que selon vous, le Fonds monétaire international devrait continuer à attribuer des prêts à l'Ukraine qui est maintenant sous procès et normalement en termes de droit international, vu que c'est un pays en défaut auprès de notre pays, cela ne devrait pas avoir lieu. Merci. Merci. Sur l'Ukraine, j'ai en partie déjà répondu sur la question des sanctions et en faisant le lien avec la mise en œuvre des accords de Minsk. Et je continue de penser que c'est possible. D'ailleurs, je vous ai parlé plusieurs fois de la Russie. Nous travaillons actuellement à organiser, courant octobre, je suis assez confiant, un sommet au niveau des chefs d'État, donc le président Hollande, le président Poroshenko, le président Poutine et la chancelière Angela Merkel pour faire un pas supplémentaire dans la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc j'ai cru entendre, y compris du côté russe, une ouverture pour que ce sommet ait lieu. Quant à l'aide du FMI, je l'ai lié, comme les aides de l'Union européenne, aux réformes intérieures qu'il faut faire en Ukraine, notamment sur la question de la lutte contre la corruption, l'indépendance des tribunaux, l'accès au marché public. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais en même temps, il ne faut pas nier qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées. Lorsque nous étions à Kiev avec Steinmeier, on a fait le point sur ce sujet, et il y a une partie des réformes qui ont été votées. Un procureur général a été nommé. Donc ça, ce sont des vrais progrès. Maintenant, après, c'est la question de la mise en œuvre. Et là où nos interlocuteurs ont convenu qu'il y avait beaucoup de progrès à faire. Mais le FMI a pris en compte ces efforts, ces progrès, et donc a débloqué son aide. Je crois que c'est un signe d'encouragement, il faut le dire. On n'attend pas que ce soit parfait, il fallait donner ce signe. Ensuite... il y avait cette question qui est sur le développement durable. Bon, alors je ne sais pas comment... Bon, votre question pose... à quel niveau débat-on du développement durable? On débat au niveau des gouvernements, mais ça ne suffit pas. Et ce qui est exceptionnel dans la réussite de la COP 21 à Paris, c'est qu'il y a eu une énorme participation de la société civile, des ONG, des collectivités locales. Et ça, c'est des entreprises. C'est la clé de la réussite. La mise en œuvre des objectifs de développement durable, qui n'est pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique, qui englobe une conception nouvelle de notre fonctionnement, pas seulement de l'économie, y compris de notre consommation. Je pense que ça ne peut pas être l'œuvre que les gouvernements. Mais il faut que les gouvernements s'impliquent. Il faut que les gouvernements s'impliquent, il faut que les gouvernements soient capables de négocier des traités internationaux. Et l'accord de Paris, c'est un traité international qui est en cours de ratification, et ça s'accélère, tant mieux. Après, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est les États, c'est aussi
les entreprises, les collectivités territoriales, les villes en particulier, mais aussi les associations, la société civile, les citoyens organisés, y compris au plus près de la vie quotidienne. Et pour ça, je pense que ça nous interpelle aussi sur le fonctionnement global de nos démocraties pour l'avenir. Et la France va accueillir en décembre un sommet mondial qui s'appelle le sommet pour un gouvernement ouvert. Et donc, pour perfectionner la démocratie. Comment peut-on perfectionner la démocratie en la rendant plus transparente, notamment par l'accès aux données, dont disposent par exemple les ministères, dont disposent les administrations publiques, dont disposent les entreprises, pour justement développer des projets. Et puis en même temps, ce sommet mondial pour un gouvernement ouvert, donc comment rendre la démocratie plus forte, comment les citoyens peuvent-ils peser sur l'information, avoir l'information, ça sera un sommet où il y aura des milliers de participants qui ne sont pas gouvernementaux. Et ça, c'est nouveau. Donc, c'est en marche. Cette demande de démocratie plus participative, qui parfois a été traitée ironiquement, non, je pense que ça correspond à quelque chose de profond. Et donc, il faut s'interpeller, il faut accepter d'être interpellé sur les dysfonctionnements, les insuffisances de nos démocraties, qui restent représentatives par les élections. Mais on voit qu'on est à la limite, qu'il faut aussi imaginer autre chose, et c'est-à-dire comment les citoyens peuvent-ils plus impliquer, comment peuvent-ils plus peser, comment peut-on reconnaître leur autonomie, tout en faisant fonctionner, je dirais, la démocratie politique et ses valeurs dans sa plénitude. Donc voilà les défis qui sont devant nous. Vous voyez que la diplomatie française n'a pas tout abordé, mais on a quand même abordé beaucoup de choses, et surtout grâce à vos questions, et je voulais vous en remercier. Quant à mon avenir, puisque vous avez posé la question tout à l'heure, bon, moi je veux dire juste une chose, c'est que j'ai été maire pendant 35 ans, dans 2 communes, dont Nantes 23 ans, et j'ai décidé de préparer ma succession. Alors, ma succession, c'est les électeurs qui ont décidé, mais j'ai fait en sorte que cette succession soit assurée. C'est une jeune femme de 38 ans qui est maintenant maire de Nantes, et j'en suis très fier, mais ça s'est fait pas par décision autoritaire, ça s'est fait parce qu'il y a eu un mouvement d'adhésion et que les choses ont été acceptées ensuite par les électeurs qui ont tranché. Et comme député, j'aurais été député de 30 ans. Et là, c'est pareil. J'ai décidé de préparer ma succession, donc passer le relais à une autre femme, d'ailleurs, qui a été élue il y a quelques mois dans la circonscription dont j'ai été le député si longtemps. Donc, je crois que c'est important aussi. Je ne fais pas la leçon. Je ne me montre pas un exemple, mais c'est sur ma conviction personnelle. Alors, qu'est-ce que je peux faire après ? Toujours essayer d'être utile, quel que soit le poste. Et puis, pourquoi pas revenir... j'ai été professeur dans le temps, j'ai toujours cette nostalgie de transmettre, de rencontrer des jeunes comme vous. C'est de l'énergie que l'on puise et de l'échange que l'on peut apporter pour bâtir quelque chose ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous de le faire ici à Sciences Po. Monsieur le directeur, monsieur le doyen, merci avec amitié de m'avoir accueilli.